à un coffret. Et y a quoi dedans, des bijoux? Non, c'est plus intime, plus personnel. Comme des souvenirs de famille, des lettres, des photos de première communion, des broutilles. Une sorte d'illustration de leur vie. Une image. Comment ça, une image? Tout est symbolique. Chaque objet est une clé qui ouvre la porte de leur mémoire. C'est un rare privilège que d'y avoir accès. Le suiveur est intéressant. Ce n'est pas le meilleur film de Nolan, mais c'est là qu'on y voit une forme pure de ce qui le caractérise. C'est son premier long métrage, et ça se voit rien qu'à la couleur qu'il n'avait pas beaucoup de moyens dans celui-là. Il a même fait jouer son oncle John Nolan dans le rôle de l'inspecteur de police. Le film suit un jeune homme nommé Bill, un écrivain amateur et insociable qui a la manie de suivre les gens. Sans réelle raison, sans idée perverse, c'est juste parce qu'il s'ennuie et qu'il s'intéresse à la vie de ceux qu'il croise. Deux personnes qu'il a pris l'habitude de suivre vont changer sa vie. Une blonde appelée... la blonde, et un cambrioleur étrange, dénommé Cobb. Je te spécialise d'un genre de sécurité tout à fait particulier. Je protège les subconscients. Comme la plupart des films de Nolan, le film a une narration non chronologique. On a au début le jeune homme interrogé par le flic, on voit ensuite la rencontre du jeune homme avec Cobb, puis un passage quand le jeune homme est devenu un homme plus classe, pour ensuite revenir au moment où il faisait connaissance avec Cobb, en passant par un micro-flashback où il vomit un gant. Bref, il y a plus de flashback et de flash-forward que dans un épisode de Lost, au point qu'on ne voit pas la ligne temporelle principale. Ce ne sont que des scènes que l'on doit réorganiser chronologiquement mentalement. C'est probablement la narration la plus hard des films de Nolan pour l'instant, parce qu'au moins les autres films de Nolan, ils avaient un certain repère qui permettait de savoir où se passait tel moment. Cette narration donne aussi plus de force à certains rebondissements, comme le fait que la blonde est associée à Cobbs pour régler un problème avec le mari de la blonde qui est accessoirement mafieux, patati patata. Et à la fin on découvre que Cobb a tué la blonde et qu'il a manipulé le jeune homme durant toute l'histoire pour que tous les indices l'accusent du meurtre, lui permettant de retourner dans la foule. Le film est très court, 1h10 à peine. Ce qui me fait imaginer que c'était à l'origine un court-métrage qu'il a fait quand il était étudiant, mais qu'il a exploré certains thèmes plus en profondeur et a donc dépassé la première heure. Et ça expliquerait pourquoi pratiquement aucun acteur de ce film n'a joué dans autre chose, mis à part John Nolan qui jouera un petit rôle dans Batman Begins. Mais le film eut beaucoup de succès dans pas mal de festivals du cinéma. Il a même eu un Hitchcock d'argent. Comme c'est approprié. La réalisation est encore plus simple que la plupart des films de Nolan. Elle est moins élégante et un peu plus frontale, ce qui renforce le côté psychologiquement perturbé et paumé de notre protagoniste. Les acteurs sont pas mal, mis à part la blonde qui se contente d'être jolie. Cobb est particulièrement fascinant dans sa façon de fonctionner. C'est comme un journal intime. Il le cache dans l'espoir que quelqu'un tombe dessus et c'est mon rôle. Caché mais exposé, les deux bouts se rejoignent. Là, je leur prouve que quelqu'un a vu. Et c'est le but de la manœuvre. Interrompre la routine d'une vie pour qu'ils prennent conscience de tout ce qu'ils considéraient acquis, comme quand ils seront obligés de se rappeler tout ce qu'il y avait sur l'étagère pour la déclaration à la police. Ils vont se demander pour la première fois depuis qu'ils ont ces objets, pourquoi ils y tenaient tellement, qu'est-ce que ça leur apportait. Suffit que tu leur enlèves pour leur montrer ce qu'ils avaient. Et à la fin, tu admires l'espèce d'enfoiré qui a réussi son crime parfait en manipulant tout le monde. C'est juste un homme fascinant. On ne sait pratiquement rien de lui, mais il est tellement organisé et minutieux qu'il en est impressionnant. Même dans les moments où il est pris par surprise, il contrôle la situation. Bill en lui-même est aussi assez fascinant.
La mise en scène nous plonge dans sa fascination pour les autres personnes et qui nous amène à nous intéresser aux boîtes des autres. Tout le monde a une boîte, comme ils disent. Une boîte où l'on referme nos secrets, les objets qui nous caractérisent, etc. Mais comme la boîte de Pandore, la curiosité sur le contenu de cette boîte amène à notre perte. C'est aussi un personnage solitaire qui aimerait l'attention qu'il porte à ceux qu'il suit. Ce qui l'amène à un moment à demander à Cops de cambrioler son appartement sans lui dire qui y vit. Tu parles d'un butin, en plus c'est un peu trop éclectique. Quel rapport? Bah c'est pas trop le genre de truc que tu mets en musique d'ambiance quand t'as des copains à dîner, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? C'est quel genre de musique? J'en sais rien, Simply Red, Fleetwood Mac, ce genre de choses. Je trouve ça sympa. Chacun ses goûts, mais ça confirme que ton gars n'a pas de vie sociale. Oh, une antiquité. Ce mec est peut-être écrivain? Non, de nos jours, les écrivains ont des ordinateurs. Ça, c'est un mec qui se la joue James Harley Chase, ça n'a rien à voir. Seulement, on ne le prend pas trop en pitié quand on comprend qu'il se fait manipuler par tout le monde. Peut-être que le fait qu'il est totalement insociable explique ce problème. Mais en plus de la manipulation et de l'obsession, on peut aussi voir un autre thème récurrent des films de Nolan, la mise en abîme. Pour ceux qui l'ignorent, la mise en abîme est un terme qu'adorent utiliser les profs de cinéma. Ça consiste par exemple à photographier une photo. Dans le cinéma, la mise en abîme sert à filmer le cinéma, ce qui la compose dans une forme directe ou indirecte, comme un plan sur une télévision qui retranscrit quelque chose en live par exemple. La mise en abîme chez Nolan est plus cérébrale et subtile que ça. Dans Le Suiveur, il exploite un minimum ce thème à travers le personnage de Bill. Il exploite la fascination d'un spectateur pour des inconnus et leurs histoires, tout comme nous sommes fascinés par les personnages de films. Paul Verhoeven a dit une fois « Le cinéma est un art d'exhibitionniste regardé par des voyeurs ». Nolan fait une forme de contre-argument avec ce film. Les spectateurs ne sont pas des voyeurs, mais des suiveurs, qui voient et découvrent ce que le cinéma laisse voir en public ou en privé. Le réalisateur, par contre, s'incruste dans l'intimité et les secrets des personnages et manipule le spectateur pour régler les problèmes de magouille avec les producteurs, lui faire un twist ending et donner une impression d'amour de la part d'un personnage alors que c'est le réal qui en profite vraiment. Il leur donne un faux sentiment d'amour, par sadisme ou pour pouvoir leur donner une motivation pour obtenir quelque chose d'eux à la fin. Et quand le spectateur s'expose à lui, tel un fanboy, le réal le prend un petit peu en pitié. Oh, est-ce que j'avais les boules en arrivant devant son appart. Pile sous le paillasson, comme je lui avais dit, je te jure, j'en avais presque pitié. Tout neuf, le paillasson, et je suis persuadé qu'il a acheté exprès pour pouvoir mettre les clés en dessous. Ah, et aussi, sympa le petit clin d'œil, même s'il est un petit peu involontaire. Au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film, en partie à cause de sa durée, mais ça reste intéressant à voir pour les fans de Nolan. De plus, le succès de ce film vient surtout du succès de son autre film. Rendez-vous demain où nous parlerons de Memento. してたと嘆くにはあまりにも時は過ぎてしまったまだ心のほころびを癒せぬまま風が吹いてる一つの目で明日を見て一つの目で昨日を見つめてる君の愛のゆりかご Ça fait quoi de voir sa porte forcée par des inconnus? D'habitude, on demande ce qu'ils ont embarqué. Mais je m'intéresse plus à ce que les gens ressentent. Je suis écrivain. Étonnant.